Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, Eurobois 2020. Et cet après-midi, nous allons nous intéresser au bois, bien sûr, mais au bois et au patrimoine. Avec moi pour en parler, trois spécialistes. Monsieur Sébastien Fleury, bonjour. Je vais vous demander de prendre le micro. Bonjour. Et vous, vous êtes conducteur de travaux chez Saga Agencement. Saga Agencement, rapidement, qui est-ce ? Saga Agencement, c'est une société du groupe ASAP qui assure l'agencement, donc, comme son nom l'indique, de différents concepts créés donc, soit par des décorateurs, soit par des architectes. On va se spécialiser plus sur du mobilier sur mesure, soit dans du secteur du tertiaire, dans de l'hôtellerie et également donc, du coup, dans du patrimoine comme le grand réfectoire qu'on risque d'aborder tout à l'heure. Voilà. Bon projet dont nous allons parler. À côté de vous, Monsieur Philippe Jarnia, bonjour. Bonjour. Monsieur Jarnia, vous êtes responsable marché à l'ameublement français et je vais vous demander de nous parler de l'ameublement français. Ameublement français, la Fédération professionnelle des industries de l'ameublement, avec des agenceurs, des fabricants de sièges, de lits, des éditeurs, etc. 350 adhérents donc, sur toute la France, dont une partie contracte pour l'hôtellerie-restauration. À côté de vous, Monsieur Jérôme Carraz, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'Institut Charpente des Compagnons du Devoir. Rapidement, présentez-nous l'Institut. Tout à fait. Donc, je suis responsable de l'Institut de la Charpente et de la Construction Bois chez les Compagnons du Devoir. J'ai oublié la construction bois. C'est pas grave. En gros, l'objectif de mon travail, c'est de chapeauter un petit peu 40 formateurs à travers toute la France, qui sont 40 formateurs charpentiers, dans nos CFA, et de travailler en filière sur tous les projets qu'on peut avoir dans le domaine du bois. Voilà, et on va voir qu'on s'intéresse bien sûr au patrimoine chez vous aussi. Monsieur Jarnia, et je vais vous poser à tous les trois la même question, mais on va commencer par Monsieur Jarnia. Bois, patrimoine, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Bois et patrimoine, il y a une partie structurelle qui fait partie du bâtiment, ça c'est plutôt l'œuvre des charpentiers. Et il y a une partie plus décorative et d'aménagement qui est plutôt l'œuvre des agenceurs. Et nous, en tant que fabricants de mobilier et d'agencement, on est des grands spécialistes entre guillemets de différentes finitions qui vont de finition d'imitation entre guillemets de ce qui a été produit dans le passé, mais aussi une révision plus contemporaine des espaces, ce qui donne lieu effectivement à des créations très originales par les architectes d'intérieur ou par les designers. Donc avec le bois, on peut créer le patrimoine. Oui, c'est-à-dire que autant la pierre et le bois sont des éléments constitutifs du bâtiment, on va dire, dans lequel souvent on fait de la rénovation à l'identique, mais on peut faire des ajouts contemporains. Et la partie aménagement, elle est à la fois sur une structure fonctionnelle. On va donner un nouvel usage à un lieu, à un espace. Une église qu'on va transformer en espace de coworking, par exemple. Et là, du coup, on va donner au bois une souplesse d'utilisation qui est nouvelle par rapport au bâtiment. Chez les Compagnons du Devoir, bois, patrimoine, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Aujourd'hui, à travers le patrimoine, on va dire que nous, actuellement, nous œuvrons pour la mémoire, notamment via Notre-Dame. Notre-Dame, on en reparlera tout à l'heure parce voilà. que vous avez un projet. Et on a deux projets pédagogiques liés à ça. Voilà. Donc le bois, on va dire, c'est la matière brute des compagnons. En gros, oui. Pour les compagnons charpentiers, en tout cas. Un peu de pierre quand même. Évidemment. Pour l'agenceur, bois et patrimoine, qu'est-ce que ça évoque ? Alors le bois, déjà, pour un agenceur, aujourd'hui, surtout dans les derniers projets, c'est le bois et ses dérivés. Pour répondre, on va dire, esthétiquement à toutes les nouvelles demandes des divers décorateurs et architectes. Et ensuite, donc, tout ce qui est patrimoine, c'est quelque part l'héritage que nous ont laissé les prédécesseurs. Donc, quand on vient faire de l'agencement dans des lieux justement du patrimoine, le but c'est vraiment d'arriver à les mettre en valeur avec le mobilier sur mesure qui va être réalisé par nos entreprises pour rentrer au mieux dans l'image proposée par le décorateur et pour derrière
remettre, on va dire, au goût du jour tous ces éléments pour le nouveau public. Voilà, donc on va magnifier un peu ce qui existe, éventuellement le transformer, mais toujours dans cet esprit patrimoine. C'est exactement ça. Si on parle patrimoine, on parle forcément savoir-faire. Compagnon du devoir, sur le savoir-faire, comment vous abordez, donc vous vous occupez des formateurs, mais comment vos formateurs, auprès des apprentis, transmettent cette idée du patrimoine, cet amour du patrimoine, et pour éventuellement leur faire autre chose. Hein, mais comment on transmet le patrimoine? Comment on transmet cette idée du patrimoine? À travers le matériau bois déjà, le savoir-faire, l'amour du métier, et puis les techniques anciennes qu'on enseigne toujours. Vous enseignez toujours les techniques anciennes, même si aujourd'hui, ce n'est pas celle que vous utilisez le plus. Bien sûr que non, ce n'est pas celle qu'on utilise le plus. Est-ce que c'est par elles qu'on arrive à intéresser? Tout à fait. Et c'est la base de notre métier. Donc, on commence par le début et ensuite on évolue. Monsieur Jarnia, sur cette question du savoir-faire, je sais que pour vous c'est important de parler de savoir-faire lorsqu'on parle ameublement. S'intéresser au patrimoine, c'est aussi s'intéresser au savoir-faire et éventuellement à la transmission? À la transmission des savoirs, oui. On a des soucis de recrutement aujourd'hui. Il faut intéresser les jeunes à notre industrie. Et on peut montrer des machines en train de fabriquer des pièces, mais ça ne parle pas forcément aux jeunes. Et cette notion de transmission entre un bâtiment qu'on va reconvertir, c'est lié à la fois l'histoire, les savoir-faire traditionnels, techniques et créatifs de l'époque, parce que c'est des créations, ces bâtiments à l'époque, et des techniques et des créations contemporaines. C'est-à-dire qu'on va effectivement transformer un lieu par son aménagement, en respectant au mieux tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire le bâtiment, sa construction, mais en lui donnant un usage contemporain. Et les mariages justement entre cette création contemporaine et un bâtiment qui fait date par rapport à des savoir-faire traditionnels, c'est aussi une manière de montrer à des jeunes qu'on peut apprendre la tradition et les savoir-faire traditionnels et aussi des usages et des matériaux contemporains qui vont se mêler. Quand c'est fait avec talent, c'est magnifique. Ah, on n'est pas dans la reproduction ou dans la conservation du passé nécessairement, on est un peu dans l'agencement des deux, quoi, hein. C'est-à-dire qu'on essaie de marier le contemporain. Après, vous nous montrerez un ouvrage que vous avez fait réaliser et dans lequel on voit bien ça. Et on verra aussi avec l'exemple du réfectoire, du grand réfectoire. On arrive à marier le contemporain et le patrimoine. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à le marier à la fois dans les usages. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, mettre un espace de coworking dans une église, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je crois qu'on peut dire, on en parlera peut-être après, mais les Français adorent leur patrimoine architectural et en même temps, il coûte très cher, quoi, parce que le maire, il est responsable de la tuile qui va tomber sur une voiture et effectivement, ça va poser des problèmes. Et on parle quand même de 44 000 bâtiments en France qui sont à entretenir comme ça, sur lesquels l'État se désengage un petit peu, faut le dire. Donc, il faut reconvertir ces lieux. Maintenant, c'est dans un usage qui ressemble aujourd'hui aux attentes des citoyens. Répondre aux attentes des citoyens. Monsieur Fleury, est-ce que chez vous, dans votre entreprise, et on va voir que les savoir-faire existent, hein, comment vous arrivez justement à intéresser peut-être vos salariés qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de travailler sur ce type de projet à des projets du patrimoine? Est-ce qu'on est plus motivé quand on travaille sur le grand réfectoire que sur un aménagement de magasin, par exemple, à Lyon? Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de bien les motiver justement, parce que quand on est sur un projet du patrimoine, on a l'avantage par rapport à d'autres projets de l'exposition, le lieu en lui-même parle, donc je pense que par définition on a l'envie justement de vouloir réaliser des ouvrages qui s'incorporent au mieux et qui respectent au mieux, on va dire, la qualité de finition souhaitée dans ce type de lieu. J'irai pas jusqu'à dire de vouloir motiver les tripes, au contraire c'est peut-être plus d'arriver à les aiguiller sur les qualités d'exigence souhaitées. Et généralement après derrière ça vient, c'est en utilisant aussi des solutions nouvelles et anciennes
qu'on arrive aux solutions, typiquement pour le grand réfectoire, où on n'a pas toujours voilà, des autorisations de se fixer dans des boiseries qui sont classées ou des choses du genre. Alors parlons du grand réfectoire. Le grand réfectoire, c'est quoi? C'est à l'Hôtel-Dieu à Lyon. Pour les noms régionaux de l'étape, c'est quoi ce bâtiment? Alors, le grand réfectoire, historiquement, c'est donc le lieu où prenait donc le déjeuner des bonnes sœurs. Il portait déjà ce nom à l'époque, avant sa rénovation. Les clients donc, qui ont repris ce lieu donc pour en faire un restaurant ont décidé de conserver le nom. Et d'en conserver, on va dire, l'image visuelle avec cette volonté donc de tables adossées les unes aux autres, comme pouvaient les être, comme on pouvait les disposer à l'époque des bonnes sœurs. C'est vraiment un projet aujourd'hui qui a cherché à respecter, on va dire, non seulement l'utilité du lieu de l'époque, mais qui plus est de le remettre au goût du jour. On est exactement dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on respecte à la fois le patrimoine, l'esprit des lieux, et on essaye de le magnifier pour l'adapter à ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. Nous, en tant que société d'agencement, on va donc œuvrer en tant que technicien, on va sur notre savoir-faire, sur la logistique, sur les solutions techniques à apporter. Et après, bon, tout ce qui est visuel, vraiment, c'est vraiment du travail de décorateur ou d'architecte qui ont ces idées de base justement pour magnifier quelque part ce lieu et le remettre au goût du jour pour inciter le grand public à venir le redécouvrir sous un autre œil, quoi. Et pour vous, l'agenceur, donc quelles sont les, on va dire, 2 ou 3 problématiques un peu particulières à ce type de projet liées à cette idée de patrimoine, mais pas que, hein, comment on répond à cette demande, hein, qui est à la fois de respecter le lieu et puis aussi d'aller un petit peu plus loin. Et puis vous avez des problématiques techniques, hein. Exactement, on a des problématiques techniques qui peuvent aller de la logistique à la pose en elle-même. Au niveau de la logistique, bon, ben voilà, comme il n'y a pas forcément les mêmes accès aujourd'hui dans des bâtiments historiques que sur des bâtiments récents sur lesquels quand même on a appris avec les années à anticiper ce genre de choses. Et pour ce qui concerne, on va dire, l'aspect pose, l'aspect installation du mobilier en lui-même, on va avoir des contraintes typiquement de protection des ouvrages classés comme les boiseries, comme les murs sur lesquels on devrait on accrochait voilà, les cadres acoustiques qui étaient pour le coup une contrainte. On est sur un bâtiment. Parce que les bonnes sœurs avant ne parlaient pas quand elles mangeaient, mais là les convives vont parler, hein, on est exactement, voilà. Donc voilà, on a eu cette contrainte de sonorité acoustique justement pour avoir un confort maximum en y installant finalement ces tableaux qui sont ni plus ni moins que des tentures acoustiques avec donc une mousse absorbante derrière. Voilà, derrière les banquettes, vous allez avoir des éléments aussi d'absorption acoustique imprégnés dans les banquettes. Il y a eu tout un souci de confort à ce niveau-là pour les clients qui vont venir manger dans ce restaurant. Voilà, important, hein, l'acoustique dans un restaurant. Il y avait aussi des contraintes d'accès, hein, je crois, ça c'est quoi? C'est lié au lieu, au respect de la réglementation pompier, des choses comme ça? Exactement. En fait, aux contraintes d'accès, les principales contraintes d'accès qu'on va avoir, c'est pour rentrer directement dans le bâtiment, où du coup on va devoir peut-être anticiper certaines productions, certaines mises en œuvre, sans pour autant détériorer l'esthétique souhaitée par le décorateur. Donc voilà, quand aujourd'hui vous avez du beau mobilier, nous donner un exemple de cette anticipation. Typiquement aujourd'hui, là, ce que vous voyez sur les photos, vous allez avoir des ossatures donc bois qui vont être amenées dans un premier temps pour justement installer toute la partie technique, qui vont être installées donc tout ce qui est chauffage pour la plomberie, des choses comme ça. Et dans un second temps, on va venir rhabiller toutes ces ossatures bois directement sur le chantier pour répondre aux besoins. Il nous aurait été vraiment impossible, vu au niveau des accès des lieux, d'amener des volumes de banquettes tels qu'elles ont été posées, quoi.
Alors, vous voulez une petite réaction sur ce que vous venez de voir et d'entendre, M. Jarnia? Moi, ce que j'aime bien dans ces chantiers, c'est la certaine pudeur que mettent les architectes d'intérieur vis-à-vis du lieu. C'est-à-dire qu'il y a un profond respect du lieu. Des fois, il suffit, j'exagère, mais de le rénover, de le nettoyer pour que ça révèle des choses extraordinaires. Et vous savez que maintenant, on cherche tous des endroits Instagrammables pour se prendre en photo, se mettre en selfie, etc. Et c'est des lieux qui ont été créés il y a un siècle ou deux ou trois, etc. Donc finalement, des fois, il suffit de pas grand-chose pour les remettre en valeur. Il suffit pas grand-chose pour aller un peu plus loin et pour leur redonner une seconde vie. Carrément. Là, c'est un peu plus que pas grand-chose, j'ai l'impression. Mais Compagnons du devoir, sujet d'actualité, Notre-Dame, et vous vous servez un petit peu de ce sujet d'actualité sur des aspects de formation et donc de patrimoine. Et expliquez-nous un petit peu ce que vous avez mis en place et pourquoi. Alors, actuellement, nous avons 2 projets pédagogiques liés à la charpente de Notre-Dame. Le premier projet est en partenariat avec France Bois-Forêt et l'école de Chaillot, qui forme les architectes du patrimoine, pour ne citer que. Ce premier projet, c'est reproduire une travée de la charpente aux 3/4 du réel. L'objectif, il est de montrer que non seulement les savoir-faire sont toujours en France, mais qu'on les enseigne toujours. Et pour notre partenaire principal, France Bois-Forêt, c'est également de montrer que la ressource est bien là, elle est en France, et qu'il n'y a aucun problème pour la reconstruction, qu'elle soit à l'identique ou pas. Notre patrimoine est aussi dans la forêt. Tout à fait. On a de très belles forêts en France, même si actuellement elles souffrent un peu avec tout ce qu'on a pu voir dernièrement dans les Vosges ou même sur l'Allemagne, avec les scolytes qui attaquent les bois en forêt. Mais on a de très très belles forêts en France. Donc ça, c'est le premier aspect sur Notre-Dame, c'est-à-dire montrer qu'on sait faire, montrer que cette construction du patrimoine, on est toujours capable de la faire, qu'on a les ouvriers pour le faire et que vous œuvrez pour les former. Alors, à les former. Pour finir sur ce premier projet, il est réalisé par des apprentis, qu'ils soient en CAP ou en BP charpentier. Donc ce sont des jeunes qui ont entre 2 et 4 ans de métier. Donc le savoir-faire est bien là encore. Le deuxième projet... Ce n'est pas les anciens qui viennent faire le projet. Éventuellement, ils sont là pour manager, mais mais c'est les apprentis qui font. Ils ont 2-4 ans d'expérience et à 2-4 ans d'expérience, on sait faire. Tout à fait. Ils réalisent le projet avec les techniques anciennes, mais le projet est amené aussi avec une maquette numérique. Donc on utilise aussi les techniques modernes, les techniques d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'on n'est pas passéiste quand on fait du patrimoine? Non, pas du tout. Bien au contraire. Il y a même quelques entreprises qui interviennent sur du patrimoine et qui vont préfabriquer avec des robots de taille et qui feront la finition sur place. Ça aussi, ça existe. On n'est pas du tout ancré forcément dans la technique ancienne. Il peut y avoir aussi des techniques modernes. Pour rebondir, le deuxième projet, c'est de réaliser sur la base de la flèche à l'échelle 20e qui a été réalisée dans les années 1970 par 3 compagnons. Donc sur la base de cette flèche, de réaliser l'intégralité de la charpente qui a été détruite, y compris les beffrois qui sont toujours debout et qui soutiennent toujours les cloches dans Notre-Dame. Cette maquette, c'est une vision de mémoire. C'est un travail de mémoire pour les charpentiers du passé qui ont œuvré pour la réalisation de ce travail. Là, ça veut dire qu'on va reconstruire à l'identique. On a les plans, on sait comment faire, ou est-ce que ça veut dire qu'on va quand même amener des techniques contemporaines dans ce patrimoine? Là, on parle bien d'une maquette. On est à l'échelle 1/20e, c'est-à-dire que l'intégralité de la maquette va faire dans les 6 mètres de long par 3 mètres de large, sur 2 mètres de haut. On n'est pas dans une réalisation proche du réel. J'ai dit à l'identique, je parlais de l'identique esthétique si vous voulez, mais aussi des techniques utilisées. Est-ce qu'on va reprendre les techniques qu'on utilisait à l'époque ou est-ce qu'on va être dans des techniques plus contemporaines? Alors, pour de la maquette, on ne peut pas être avec des techniques d'époque. On est presque sur du travail de maquettiste, mais on utilise les techniques modernes liées à tout ce qui est maquette numérique au BIM. Pourquoi? Parce que cet ouvrage qui est réalisé, il est réalisé par 15 jeunes qui sont dispatchés à travers toute la France et il y en a même un en Belgique pour la petite histoire.
Donc pour lier tout ce travail, on est obligé de passer par la maquette numérique. Donc on passe par la maquette numérique, on agrège des savoir-faire répartis sur l'ensemble du territoire pour faire cette maquette qui sera où? Alors cette maquette, elle sera assemblée lors du Carrefour international du bois à Nantes, en même temps que notre congrès des compagnons charpentiers qui se fait sur le site, en même temps. Donc on y sera aussi, on aura l'occasion de venir vous voir. Ce sera avec plaisir. Monsieur Jarnia, vous avez le mot de la fin pour nous présenter un ouvrage qui s'appelle Patrimoine, reconversion architecturale et aménagement intérieur. Donc vous avez ressenti le besoin avec cet ouvrage de de montrer un peu ce qu'on a vu avec le grand réfectoire, ce qu'on est capable aujourd'hui de préserver, ce qu'est notre patrimoine en termes d'aménagement intérieur. Oui, merci de l'évoquer. C'est vrai que ça nous a demandé quelques mois de travail parce qu'il fallait effectivement questionner des lieux, les propriétaires, les architectes d'intérieur, les agenceurs qui ont participé à chacun de ces chantiers. Il y en a une vingtaine. Et l'objectif, c'est de montrer à la fois cette démarche de reconversion de patrimoine et à la fois la variété des différents lieux, puisqu'on a à la fois du patrimoine comme... Alors moi, en tant que Lyonnais, effectivement, j'ai une affection particulière pour l'Hôtel-Dieu. Mais il y en a d'autres, puisqu'il y a l'hôtel Fourvière, etc. Et puis mais aussi une auberge de jeunesse, un espace de coworking dans une ancienne usine. C'est dans une usine, donc on n'est plus dans une église. Voilà. Alors le patrimoine, il peut... alors c'est difficile de dater ce qui est du patrimoine. Et il y a un designer, Patrick Join, qui dit est-ce que notre métier d'architecte et de designer, c'est pas fabriquer du patrimoine pour demain, pour éviter effectivement d'être dans l'éphémère. Et ce qui est intéressant, c'est l'histoire des lieux et l'évolution effectivement de leur usage et de la manière de le présenter. Et alors, on s'aperçoit que quand on parle de l'architecture et quand on parle de l'espace, on oublie parfois le travail des agenceurs et des industriels qui est derrière. Et je prends cette couverture, par exemple, où l'architecte d'intérieur qui s'appelle Jean-Philippe Nuel a pris un malin plaisir à faire intervenir des entreprises artisanales lyonnaises, dont des soyeux, pour travailler avec un de nos industriels adhérents qui s'appelle Ligne Roset, et les marier ensemble pour faire des banquettes de 6 mètres de long qui se marient complètement avec cet espace, qui sont d'une sensibilité, entre guillemets, extraordinaire. Donc c'est intéressant de passer du projet architectural à un nouvel usage et de parler un petit peu aussi du mobilier et de l'agencement. Où peut-on se procurer cet ouvrage? Alors il est vendu en librairie et aussi dans librairie en ligne des éditions À Vivre. Ben écoutez, merci. Merci d'être venu jusqu'ici pour nous parler bois et patrimoine. On en reparlera et puis on ira manger au Grand Réfectoire. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV. Une émission donc à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur les sites de nos partenaires que sont Eurobois 2020 et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci messieurs.